À l'intérieur de ma tête, mes pensées sont disposées dans des chambres. Je les visite chaque nuit comme un loup. De chambre en chambre, je rôde. J'ignore combien il y a de chambres. Leur nombre grandit avec mes pensées. Ma tête s'ouvre et se ferme. J'ouvre une porte, j'entre, je sors. Les chambres communiquent. Elles s'éclairent les unes les autres. Elles mélangent leur contenu. Disposées dans ma tête, mes pensées seront des chambres. Je suis allongé dans ma chambre. J'interroge les chambres qui sont dans ma tête. Il arrive qu'une chambre ne s'ouvre pas. Les pensées qu'elle renforce se refusent. Elles n'ont plus de nom. Impossible de les appeler. Je passe en revue chaque chambre. Je ne connais pas leur nombre. Ils varient selon les nuits. Il y en a de plus en plus à mesure que j'y pense. Ce soir, il y en a 10. J'aime répéter leurs noms. Chambre, Nemo. Chambre, Étrusque. Chambre, Dédalus. Chambre, Lézard. Chambre, Rameau d'or. Chambre, Sauter par la fenêtre. Chambre, Vertigo. Chambre, Godspeed. Chambre, Anarchie. Chambre, Existo. Lorsque j'entre dans une des chambres de ma tête, mon premier geste est d'allumer la lumière. Le nom de la chambre s'éclaire avec mon geste. La cérémonie commence avec la récitation du nom des chambres. C'est ainsi que je parviens à penser. Les phrases s'écrivent à travers les flammes qui s'ouvrent à partir des chambres. Dans la chambre Nemo s'écrivent les noms de ceux qui meurent afin qu'ils ne meurent pas. Il y a la chambre Étrusque, où s'élabore comment devenir italien sans passer par Rome. La chambre Vertigo, où se rejouent des scènes de mon enfance. Ces deux chambres se prêtent mal à la description. Elles ont part à la noblesse, à des gestes héraldiques, aux rites qui m'aident à vivre. Dans la chambre Anarchie mijotent les détails d'une insurrection que je tiens en réserve. Un brasier déchire la ville, des voitures brûlent avec simplicité. Elles allument des signaux dans la nuit comme des bûchers de sacrifice. Je n'ai pas de mal à me représenter la chambre Lézard. C'est elle qui conserve mes projets de disparition. La chambre Rameau d'or regroupe mon intérêt pour le film Apocalypse Now, selon moi un film sacré. La chambre Godspeed suffoque dans sa propre saturation. Elle est pleine de sonorités brutales, comme si l'histoire entière de mes hurlements y était contenue. La chambre Existo se déploie dans des coordonnées incertaines. Des blessures s'y agitent, mais elles semblent sereines, comme si vivre par accident était le secret même de l'aventure. La chambre Sautée par la fenêtre a un drôle de nom, mais c'est une chambre heureuse. Elle m'instruit quant à la possibilité d'aimer sans mesure. Elle me rappelle que dans ma vie, seuls comptent les bordures, les frémissements,
la sensualité, les détails. Une chambre reste vide. Je l'appelle chambre Dédalus parce qu'elle se situe à la croisée des autres chambres, au centre exact de ma tête. J'y reviens sans cesse, je n'arrête pas de la traverser. En même temps, elle m'échappe. À chaque fois que je me retrouve chambre Dédalus, j'entends cette phrase toujours la même. Dans un monde mort, ici, seule la parole est vivante. La nuit, j'arpente ce labyrinthe. Je m'ouvre au murmure des feux qui viennent de toutes parts. Trouver le centre, s'y tenir, être traversé par toutes les chambres. J'ai regardé l'éclair le long du mur. Il se faufilait comme un lézard. J'étais seul depuis des semaines. Ma pensée se brisait en morceaux doucement, comme si elle cherchait à se débarrasser de moi, à changer d'esprit. La division des chambres obéit à la clarté de la jouissance. Impossible de savoir ce qui les sépare. Certaines sont mal fermées. Leur contenu se déverse dans une autre chambre. Le mélange obscurcit mes veines, il crée de nouvelles soifs. Dieu intervient tout le temps, par exemple sous la forme d'une femme, me dit une voix qui vient de la chambre Vertigo. Cette voix me fait rire. Je connais ce qu'on met à la place de Dieu. L'existence réelle des hommes dépend de la manière dont ils vivent la substitution. J'entre dans la chambre Vertigo. J'ai 6 ou 7 ans, c'est en Afrique. Je suis penché à la fenêtre, le visage collé contre la moustiquaire. Je n'aime pas le bruit du ventilateur. Sa rotation au plafond m'effraie, comme si un immense insecte essayait de prendre son envol afin de se jeter sur moi. Je l'ai éteint. La chaleur est si forte que je suffoque, la gorge noyée de transpiration. Mais ce malaise me plaît, comme s'il m'arrivait quelque chose d'intéressant, une expérience, une épreuve, une aventure qui me soustrait à ma vie d'enfant sage. J'ouvre les yeux vers un point dans le jardin. Je n'ai jamais ouvert les yeux aussi intensément. Je ne suis plus que mes yeux. Ils existent à ma place. Dans le jardin de papyrus, là-bas, je vois une ombre qui brille. Je sais que l'expression est folle, une ombre qui brille. Et j'en suis sûr, avec mes yeux d'enfant pleins de fièvre, c'est cela que je vois. De l'ombre et en même temps de la lumière. Une flamme sombre, un feu noir, comme de l'encre. Ça ressemble à un sourire, à une montagne, à un animal que je ne connais pas. C'est une apparition féminine. Elle glisse sur elle-même, ce glissement me soulève. Oui, il vient de m'arriver quelque chose. Je suis enfin quelqu'un. Je viens de vivre une expérience, une épreuve, une aventure. Je m'assieds à mon bureau, j'ouvre un cahier, et à la première page, j'écris « J'ai vu Dieu par la fenêtre ». Cette nuit, c'est sur cette phrase que je tombe en entrant dans la chambre Vertigo. J'entre et instantanément des phrases s'articulent à ma voix, je les prononce, je dis « J'ai vu Dieu par la fenêtre ». Puis d'autres phrases arrivent, comme si je lisais mon cahier d'enfant. Les phrases disent « Il ne ressemble à rien, il m'a juste fait signe, un doigt sur la bouche, pour que je me taise. Et puis je crois que Dieu est une femme. » Je tourne autour d'un instant qui s'illumine sous les pierres. Ma pensée y trouve de quoi rire, de quoi être apaisée. Cet instant existe silencieusement.
Le silence est le langage par lequel un instant se rappelle à son bonheur. Oui, bonheur. J'emploie ce mot. Certains le trouvent obscène, comme s'il exprimait un privilège. Mais oui, je suis privilégié. Les chambres dans ma tête sont un trésor. Grâce à elles, ma solitude est couronnée. Le bonheur s'arrache sur fond de malaise. Il est le point où l'existence suffoque, où elle est mise à mort. Chambre Nemo. Il n'y a que des noms, un cortège, une population de noms. Je crois qu'ils me protègent. Il suffit que je prononce l'un d'eux pour que l'univers qu'il contient se répande favorablement dans mon esprit. Je ferme les yeux, je commence à réciter les noms. Anthony Braxton, Joe Strummer, Alan Vega, Johnny Thunders, Bruce Lee, Joseph K., Arnold Schoenberg, Robert Walser, le comte Dracula, Saint Jean, Jean d'Échelle, Jean de Dieu, Jean-Pierre Léaud, Madame Eduarda, Nausicaa, Lucia, Barbara Pugelli, Aphrodite, Salomé, la reine de Saba, le roi David, Moïse, Isaac, Thomas l'Obscur, Wojciech, le renard pâle, Jan Karski, Sabbatai Tsevi, Artaud le Momo, le petit chevalier, l'homme au loup, Moby Dick, Maldoror, le prince Mishkin. De nouveau chambre Dédalus, de nouveau la phrase « Dans un monde mort, ici, seule la parole est vivante ». Chambre sautée par la fenêtre, une vision. Elle se déploie lentement à travers un murmure où se voile son éclat, c'est un souvenir. L'un de ceux qu'on dit obsédants. Une scène érotique, une scène d'amour. C'est une fille, le visage d'une très jeune fille. Elle est brune, sa peau est si blanche qu'on distingue le bleu de ses veines. Ce bleu court sur sa poitrine comme un petit lézard. Elle est accroupie, seins nus sur la moquette, et fume une cigarette roulée avec la moue boudeuse d'un balthus. Elle me dit « Mon père est gendarme, s'il apprend pour nous deux, tu iras en prison. Il ne faut pas que je dise un mot de son pubis, sinon je vais devenir fou. » Je me concentre sur la scène, sur ce qui va arriver, sur le déploiement des couleurs, la blancheur de sa peau, le bleu de ses veines, blanc, bleu. La plus secrète clarté se produit là, sous vos yeux. Elle traverse la chambre comme une étoile filante. C'est elle qui écarte les jambes de la jeune fille. La jeune fille m'a demandé ce qui comptait le plus au monde pour moi. Elle m'a dit de répondre spontanément, sans réfléchir. J'ai répondu 2 choses, Proust et ce qu'il y a entre tes jambes. Alors elle s'est emparée d'un des volumes de Proust dans la Pléiade qui traîne sur le tapis à côté du lit. La jeune fille ouvre Proust, elle tourne les pages lentement, elle semble chercher un passage, elle me dit « J'ai trouvé, je vais te lire un extrait ». Elle se dirige vers la chaise et ôte sa culotte. Elle pose le livre ouvert à la page qu'elle a choisie, puis elle s'assied dessus, jambes grandes ouvertes, la chatte collée aux phrases de Proust. Elle me fixe avec un sourire espiègle. Il y a un peu de gêne, mêlée à son défi, une immense tendresse amusée, comme si elle m'adressait un message qui vient de loin. Voilà, c'est comme ça qu'on lit. J'entends mieux Proust maintenant. La jeune fille lit Proust et Proust lit la jeune fille. Chaque chambre met en jeu une décision sur vous-même. Une inflexion suffit pour changer de chambre. Vous pensez maintenant que vos raisons de vivre ne coïncident pas avec vos manières d'exister. Vous pensez que la place de l'impossible
et celle où se fonde exactement ce qui vous consume, et aussi que ce qui vous consume vous libère. Une scène se précise. Ses contours reculent. Elle n'existera jamais tout à fait. Je récapitule. Chambre étrusque. Les brusques habits de la nuit blanche se retournent, ils cherchent un rite. Chambre Nemo. La volupté travaille les noms vides. Chambre étrusque. La réclamation tenace, insolente, contenue dans le mot érotisme, est ce qui relance inlassablement vos désirs. Chambre Dédalus. Un apaisement que je redoute, une fièvre, quelques sourires. La solitude bondit à travers les orages, elle vous agrippe la nuque et déchire vos intentions. Chambre Vertigo. J'ai vu passer un animal mort, j'ai vu flotter des dents, un feuillage de flammes. Qu'est-ce qui s'est perdu en chemin? Qu'est-ce qui meurt devant nous? Ils me disent « Viens », mais c'est autre chose que je vois venir. Ce qui pour moi est à venir n'appartient à personne. Pas même à la promesse que les choses iront mieux. La joie traverse le noir, ce qui est à venir conjure le feu qui l'anime. La mise à mort ne se substitue à rien. Vous continuez à supporter ces éclairs de beauté parce que leur violence vous désigne. Je suis à présent dans la chambre Rameau d'or, ou plutôt c'est elle qui est en moi. Le désir de l'existence a pour objet l'extase. Ce soir, je ne tombe pas dans un trou. J'appuie sur la touche du magnétophone à côté de mon lit. Aussitôt, la voix de Jim Morrison monte. « This is the end, my only friend, the end. » Alors je vois le crâne rasé du colonel Kurt dans Apocalypse Now. Le bruit des hélices d'hélicoptères. La respiration implique une distance. Le reste du temps, des voix seulement, des chambres dont les angles vous observent. Les clartés sont dures. Les signes vous parcourent. Ils attendent que quelqu'un hurle dans les ténèbres. Dans la chambre Rameau d'or, je n'exclus pas d'être mort et de renaître. J'éteins à nouveau la lumière. J'enclenche la touche du magnétophone. Alors je suis chez moi, de retour, et la voix du colonel Kurt s'élève à présent dans ma chambre. Elle lance ses menaces sur le monde qui se croit civilisé. Visage du colonel Kurt, son cri d'horreur là-bas sur les rives du Cambodge. Je regarde la cassette de la BO d'Apocalypse Now. Le boîtier reproduit l'affiche du film, une aube orange dans la jungle vietnamienne. Je passe inlassablement les 3 heures de dialogue et de musique sur le petit magnétophone posé à mon chevet. Je me vois faire ça dans une chambre d'enfance. Chambre Rameau d'or, solitude sacrée du capitaine Willard, en proie au démon au bord de l'égarement, évoluant dans un royaume de fièvre. Il doit tuer le colonel Kurt. Chambre Rameau d'or, bruit des pales d'hélicoptères mêlés à celui du ventilateur de la chambre d'hôtel du capitaine Willard à Saigon. Je suis envoûté. Remonter le fleuve à la recherche du colonel Kurt. Explorer le cœur des ténèbres. À l'instant où Willard tue le colonel Kurt, chambre Rameau d'or, la forêt secoue ses palmes, le ciel se déchire orange, bleu couleur de bave noire, le sang gicle dans ma gorge. Le capitaine Willard s'est barbouillé le visage de sang après avoir tué Kurt. Il sort du temple avec le sang du dieu sur les mains.
J'assiste chaque soir au cheminement de l'éclair le long des murs. C'est le chemin du lézard. Lumière et nuit se combattent à l'intérieur des fissures. Les entrelacs m'appartiennent. J'y passe des heures. Je me coule dans l'intervalle. Voici l'instant que je redoutais. Celui où les chambres se confondent, où plus rien ne vient distinguer leur contenu. La solitude se compose de points qui s'allument et s'éteignent. Les lueurs courent à travers la nuit, comme des petites têtes d'allumettes. Je suis à Berlin maintenant. Dans quelle chambre, je ne sais pas. Le nom de la chambre reste absent. C'est l'hiver. J'entre dans une librairie d'occasion de la Bergmannstrasse. Le libraire porte des mitaines. Il a le visage buriné, une capuche sur la tête. Je lui demande un livre de Paul Celan. Le libraire parle français, il dit « Je crois bien que j'ai un truc de Celan ». Il me tend un recueil de poèmes, et voici que je tombe sur une phrase. « Sieben, Nerte, Höher, wandert, rot zu rot. » Je ne comprends pas tous les mots, mais j'en suis sûr, cette phrase contient des secrets. Le jeu des rouges, conjugué au chiffre 7, m'avertit qu'il y a là un sésame. J'apporte la phrase au libraire, il lit à voix haute. Sieben, Nerte, Höher, wandert, rot zu rot. Il ferme le livre, me regarde dans les yeux et dit d'une voix grave. 7 nuits plus haut, le rouge erre vers le rouge. Le libraire de Berlin ressemble au colonel Kurtz. Je m'en aperçois maintenant. Je comprends que je suis encore dans la chambre au rameau d'or. Est-ce que je dois tuer le roi pour devenir roi? Dois-je poignarder le libraire? Je crois qu'il vaut mieux sourire. À travers un sourire, parfois, si le sourire réussit, il y a des souverainetés immenses. Je prononce la phrase de Paul Celan à voix haute. On dirait qu'elle brille dans la nuit et flotte comme un phylactère. Oui, le rouge erre vers le rouge. Son errance nous indique le chemin. Être une personne, c'est connaître la dernière des solitudes. Entendez-vous cette phrase? Être une personne, c'est connaître la dernière des solitudes. Je raconterai une autre fois l'histoire de mes nuits blanches. Elles forment un long désert de nuances. Les nuits blanches sont pour moi l'autre pays, celui qu'on n'habite pas vraiment, où l'on séjourne comme un étranger, où l'on est sans armes, livré aux mâchoires. Le monde est plein de mâchoires. Je répète, le monde est plein de mâchoires. Le monde est plein de mâchoires.
Parfois, ce sont les insomnies qui m'ouvrent à ce pays. Parfois, j'y vais sans passer par le sommeil. Je reste assis à ma table pour écrire. J'observe les ombres. Je contemple les losanges du tapis. Une lézarde m'absorbe. Elle glisse le long du mur vers le plafond et s'efface en un clignement. Avec elle, c'est sûr, je pourrais sortir d'ici à tout moment. Si je veux en finir, il suffira que je suive la lézarde. Je me ferai nuance, ligne, je fendrai doucement la pierre. Et par le trou qui s'ouvrira dans le mur, je me glisserai, mince, comme la phrase de Paul Celan. Je crois que c'est la chambre lézard. C'est elle. Les gestes qui se croisent avec lenteur, qui ondulent, comme si votre corps prenait des contacts avec le vide, c'est la chambre lézard. Le néant me sourit depuis chaque fissure. Est-il possible de se glisser dans le néant ? Il y a des anarchistes qui font cela en Chine. On les appelle des taoïstes. Ils sont capables d'anéantir dans leur esprit tout consentement. La mort elle-même ne trouve plus de place en eux. Trouver le moyen de glisser dans le néant sans en passer par la mort. Je n'attribue pas de chambre spéciale aux nuits blanches. Elles les traversent toutes. Il y a un peu de nuit blanche dans chacune de mes chambres. Car mes pensées ont cette couleur gris-perle, lointaine, estompée, qui frappe vers 3 ou 4 heures du matin, lorsque les contours s'adoucissent et que les bavardages s'interrompent enfin. Les liens sont rompus. Vous êtes seul, libre, au bord de la disparition. Parfois la nuit, je vois le feu. C'est la phrase d'Isaac, lorsque son père Abraham l'amène sur la montagne pour le sacrifier. Isaac dit « Je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas le bouc. » S'il ne voit pas le bouc, c'est parce que le bouc c'est lui. Isaac doit prendre sa place, être lié sur le bois. Il est l'objet du sacrifice. Celui qui a vu le feu est initié au sacrifice. Il n'en meurt pas. Au dernier moment, on lui substitue un animal, mais la violence dont il est l'objet à cet instant le consacre. Qu'est-ce qui brille sur la lame ? Un éclair s'illumine, le mot feu résonne maintenant. Feu ! Feu sur moi ! Toute une vie se déroule en une seconde, celle où le couteau passe au-dessus de votre tête, où le fils voit dans les yeux de son père la mise à mort qui frappe chaque vie et se retourne en consécration. Dans le reflet de la lame sur votre nuque, si elle s'approche de vous, c'est l'existence du sacré que vous lirez. Alors c'est la mort, mais ce n'est pas la mort. Vous entrez dans la musique, tous les instants sont devenus musique, et vous-même, vous n'êtes plus que musique.
Dans la chambre sautée par la fenêtre, j'ai rendez-vous avec une femme. Je lui ai envoyé un vers d'une poétesse anglaise, l'art de me foudroyer moi-même de mélodie. Je cherche la chambre. J'avance les yeux fermés, guidé par la sonorité du vers, l'art de me foudroyer moi-même de mélodie. Des choses arrivent qui n'ont qu'une existence de poésie. Ce sont les seules qui comptent, parce qu'elles sont tournées vers leur propre secret. Elles voguent lentement vers la justesse d'un baiser. Ce sont des instants où les arbres respirent avec calme. C'est un matin très tôt, un matin de flammes ouvertes dans la neige. Ou alors c'est la nuit, et le désir vous lance vers de brusques amours, avec la simplicité qui vient d'une chambre vide. Et voici ce que je pressentais. Une scène ancienne, il y a du sang. L'ai-je vraiment vécu ? Elle arrive jusqu'ici depuis un lit de flammes, ses clartés sont dures. Est-ce que je suis dans la chambre sautée par la fenêtre ? J'ai la sensation que c'est l'enfer qui m'offre cette scène ancienne, comme si les démons n'en voulaient pas et la rejetaient sur le rivage. Le mot viol déchire le silence, puis le mot biche. Je vois très bien la scène. C'est l'automne. Le feuillage des noisetiers autour de la maison est brun-jaune. Le soir, la lumière dans les arbres prend des teintes rouges et blondes. Les parents de la jeune fille lui ont laissé la maison. On a fait du feu dans la cheminée. On passe les soirées devant les flammes à boire du vin. Les lueurs crépitent. Elles tournent dans les boiseries du salon, lentes et douces, comme l'ivresse. La jeune fille s'endort très vite. Je lis des heures devant le feu de cheminée. Un matin, on entend des coups de fusil. Les chevaux du pré voisin sont nerveux. Le ciel est plombé, gris sec. Les arbres aussi ont changé, ils frissonnent. On sort se promener à travers champs. Les détonations se multiplient. Soudain, une biche sort d'un bois. Elle se dirige vers nous. On s'immobilise, émerveillé par l'apparition. Des chasseurs surgissent, ils traquent la biche, leurs fusils prêts à tirer. Il y en a même un qui nous vise. La biche traverse la route juste devant nous. On dirait qu'elle s'élance au ralenti. Le temps court dans cette lumière. Un éclair, je vois le feu. Mon ami pousse un cri, elle s'évanouit. À l'époque, mes désirs sont brusques. J'évolue à l'intérieur d'un brouillon plein de honte et transpercé par des audaces. Je vois des chevaux courir sur les parois comme à Lascaux ou dans les chambres funéraires de Tarquinia. Des femmes nues se tordent dans des flammes avec une lenteur mouillée qui les couronne. Je la transporte dans mes bras jusqu'à la maison. On longe un étang où je vois mon reflet. Je suis Nosferatu. J'ai l'air du vampire qui porte sa victime. Les cheveux blonds de la jeune fille se sont défaits. Son manteau est ouvert, sa gorge est nue, et là, entre la nuque et l'épaule, palpite ce nid de miel où je vais planter mes crocs. L'eau bouge dans la lumière. Je sens sur mes lèvres une fraîcheur, celle de la mousse qui grimpe le long des arbres. Un chant timide me soulève, tandis que j'avance avec la jeune fille dans mes bras. Il se développe sans bruit, parmi les obscurités, entre deux pierres. Je la dépose sur les coussins devant la cheminée. Les bûches crépitent, des lueurs dansent sur le tapis. Est-ce qu'elle est morte ? Je panique, j'ouvre son manteau, son corsage. J'essaye d'entendre son cœur. J'arrache tout. Je ne sais plus ce que je fais. Je lui masse le ventre, la poitrine. Je relève sa jupe. Je déchire son collant. Oui, je vois le feu. Je crois que depuis cet instant, je ne vois que ça, le feu, tout le temps, partout. Elle est couchée là, devant moi, jambes écartées. Son corps est blond. Un petit collier avec un médaillon en or brille autour de son cou. Une vierge, je crois. Une vierge
où chatoient les reflets de la cheminée. Les gestes brusques viennent de la solitude. Ils vous propulsent d'une chambre à une autre, et de plus en plus vite, comme si vous tentiez de semer la folie, de la distancer pour toujours. Les aventures de l'esprit sont les plus dangereuses. La terreur aussi bien que la béatitude est leur horizon. Dans le monde des chambres, vous êtes à chaque instant sous la menace. Votre corps est en proie, c'est la chasse. Vous êtes à la fois le Dieu qui nomme, le chasseur qui rôde, la flèche qui transperce, l'animal sacrifié. J'ai enlevé mes vêtements, je suis penché sur la jeune fille. J'ai dans la bouche un goût de sang, les flammes lèchent mon dos. La jeune fille respire, ses yeux sont encore fermés. J'entends la phrase « revenir à elle », il faut qu'elle revienne à elle. J'approche ma bouche de ses lèvres comme dans les contes, un baiser peut-être la réveillera. Je suis étendu sur elle, son ventre brûle, elle pousse un cri, le même qu'au passage de la biche, ses doigts se crispent sur mes bras. Une folie. Les chambres tournent sur elles-mêmes comme on bat les cartes. Le nom des chambres a encore changé, on ne sait plus. J'entends quelqu'un dire « Les phrases sont la folie d'un Dieu mort ». Je recopie cette phrase en riant, c'est une phrase joyeuse, joyeuse de sa propre démence. Ça continue dans le noir et puis je retrouve mes esprits.